En 1935, Einstein a proposé une expérience de pensée qui montrait que la mécanique quantique ne tenait pas. L'un des principes les plus sacrés de la physique est que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Les physiciens ont supposé qu'il avait tort. Ils pensaient qu'à 56 ans, Einstein était un vieil homme et était simplement incapable d'accepter la nouvelle théorie de la physique parce qu'elle était trop radicale. Mais 30 ans plus tard, un homme est tombé sur l'article oublié d'Einstein lorsqu'il s'est rendu compte que la prédiction pouvait en fait être testée. Lorsque les scientifiques ont réalisé l'expérience, ils ont été choqués. La physique quantique enfreint réellement la limite de vitesse universelle. Nous sommes obligés d'invoquer quelque chose comme des actions allant plus vite que la lumière d'un endroit à un autre. Ceci est une vidéo sur l'une des expériences les plus mystérieuses et les plus mal comprises de toute la physique. Et cela pourrait même être la preuve la plus solide que nous vivons dans de nombreux mondes. Si le Soleil venait à disparaître soudainement, combien de temps nous faudrait-il pour nous en rendre compte et être projetés dans l'espace? La théorie de Newton dit que la gravité agit instantanément quelle que soit la distance. Donc, s'il y a un changement de gravité, nous devrions le ressentir immédiatement. Mais Newton lui-même était troublé par cela. Qu'un corps puisse agir sur un autre à distance est pour moi une chose si grande, une absurdité dans laquelle je crois qu'aucun homme doté d'une faculté de pensée compétente ne peut jamais tomber. Mais en 1905, Einstein a compris que l'action à distance n'est pas seulement absurde, elle conduit à de véritables paradoxes. Einstein a montré que des observateurs à vitesses différentes peuvent diverger sur le moment des événements. Si vous voyez deux événements simultanés, un observateur les percevrait différemment. Un de ces événements a eu lieu en premier et les deux avis se valent, mais pour la gravité, cela conduit à une catastrophe. Supposez que vous voyez le Soleil disparaître et la Terre s'éloigner simultanément, comme l'avait prédit Newton. Un autre observateur verrait alors l'impossible. Il voit que la Terre s'éloigner en premier alors que le Soleil est toujours là. Et il devrait bien sûr continuer à attirer la Terre. Donc pour eux, il semble que la cause et l'effet soient inversés. Pour sortir de ce paradoxe, il faut rejeter l'hypothèse de départ. La gravité n'est donc pas instantanée. Einstein a mis 10 ans à résoudre ce problème, bouleversant ainsi notre compréhension de la gravité. La gravité résulte de la courbure de l'espace-temps. Un changement de gravité n'affecte que l'espace-temps local. Ensuite, cette ondulation se propage vers les régions voisines, puis plus loin, jusqu'à nous atteindre. Cette théorie de la gravité est locale parce que les effets se propagent d'un endroit à l'autre à la vitesse de la lumière, au lieu d'être instantanés. À notre avis, si le Soleil disparaissait, cette onde mettrait 8 minutes à nous atteindre. Un autre observateur pourrait contester la durée, mais nous sommes tous d'accord que le Soleil a disparu en premier. C'est pourquoi rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Ce délai assure que tous les observateurs s'accordent sur l'ordre des événements. Après avoir corrigé la gravité, la physique classique a suivi cette règle, mais plus tard, Einstein a étudié la mécanique quantique et a fait une terrible découverte. C'est l'une des photos les plus célèbres de la physique. Prise à la conférence Solvay de 1927, où les pionniers de la théorie quantique se sont réunis. Près de 60 participants ont ensuite reçu un prix Nobel. Mais Einstein pensait qu'il s'était fondamentalement trompé, et c'était pour lui l'occasion de le prouver. Il est monté sur scène avec une expérience de pensée. Imaginez que vous envoyez un seul électron à travers une fente étroite vers un écran de détection circulaire. La mécanique quantique affirme que l'électron possède une onde associée, appelée fonction d'onde, qui se propage pendant son déplacement. Lorsque l'électron frappe l'écran, vous le détectez en un seul point. L'endroit où il apparaît dépend de l'amplitude de l'onde. Si l'onde est très grande dans une zone particulière, l'électron a plus de chances d'apparaître là. Disons qu'il apparaît ici. Jusqu'ici, tout le monde suivait. C'est ce que prédit la mécanique quantique. Mais la question suivante d'Einstein les a surpris. Pourquoi l'électron n'apparaît-il pas ailleurs un instant plus tard? Un seul électron ne peut pas être détecté deux fois. La mécanique quantique garantit cela car, une fois l'électron détecté, sa fonction d'onde s'effondre instantanément ailleurs. La probabilité de le trouver au deuxième endroit est donc nulle. Il n'y a plus d'onde ici, mais Einstein a invité le public à réfléchir à la signification. La mesure ici doit instantanément affecter la fonction d'onde là-bas, peu importe la distance qui sépare ces endroits. Autrement dit, la mécanique quantique implique des influences instantanées à distance. Cela viole la localité. Einstein a conclu son discours en disant « C'est un mécanisme d'action à distance tout à fait particulier ». Je pense que cela contredit le postulat de la relativité. L'argument d'Einstein était si simple et son discours si court que les gens ne savaient pas quoi en penser. Un membre du public a dit «
Je me sens dans une position très difficile parce que je comprends pas précisément quel est le point qu'Einstein veut soulever. Sans doute est-ce ma faute. Cet homme était Niels Bohr, la figure la plus influente de la physique quantique à l'époque. L'Institut de Bohr à Copenhague était le centre du domaine, attirant de jeunes scientifiques comme Werner Heisenberg. Un de ses disciples se souvient que Bohr avait invité plusieurs d'entre nous chez lui, où nous étions assis près de lui. Certains assis à ses pieds pour ne rien manquer. Bohr n'a pas écrit les règles mathématiques de la mécanique quantique, mais il expliquait leur sens à tous. Alors que d'autres étaient déconcertés par la théorie, Bohr apportait des réponses. Sa philosophie est connue comme l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Ma compréhension de l'interprétation de Copenhague est: vous avez la fonction d'onde, elle décrit tout ce que vous pouvez savoir sur une particule ou un système, et elle évolue selon l'équation de Schrödinger. À un moment, vous ferez une mesure et la fonction d'onde s'effondrera. Je pense qu'une chose que vous avez dite, c'est que la fonction d'onde est tout ce que vous pouvez savoir sur la particule. Et je pense que c'était un point assez important pour Bohr. Comme le disait Bohr, il est faux de croire que la physique doit découvrir la nature telle qu'elle est. La physique vise à prédire les mesures en laboratoire, ce que la mécanique quantique accomplit très bien. Quant à ce que fait l'électron quand vous ne regardez pas, eh bien, pour Bohr, cette question n'avait même pas de sens. La fonction d'onde vous dit tout ce que la physique peut ou doit vous dire. Einstein rejetait l'interprétation de Copenhague. Il l'a exprimée dans une lettre à Schrödinger. Il l'a décrite comme une philosophie ou religion apaisante. Einstein estimait que son expérience de pensée montrait une faille majeure de l'interprétation de Copenhague. Il avait montré que la façon dont la fonction d'onde s'effondre est non locale. Et il en a donc déduit que la fonction d'onde était peut-être le problème, que ce n'était peut-être pas la meilleure façon de décrire l'électron. Il n'avait peut-être pas convaincu Bohr lors de son discours, mais il comptait le faire durant la suite de la conférence. Les physiciens en donnent une version que l'on retrouve dans les manuels et livres de vulgarisation scientifique. Et ça, vous savez, les physiciens se racontent entre eux que ce qui s'est passé, c'est que Einstein et Bohr ont eu un grand débat, et que Einstein n'était pas satisfait de la mécanique quantique parce qu'elle était fondamentalement probabiliste. Il a tenté de prouver que des expériences pouvaient contourner ces relations d'incertitude. Et Bohr a montré encore et encore qu'on ne pouvait pas faire ça, et finalement tout le monde a été d'accord avec Bohr. Adam Baker est l'auteur de What is Real, un excellent livre sur l'histoire de la mécanique quantique. Comme il l'a expliqué, Bohr a peut-être mal compris le but des expériences de pensée d'Einstein. Nous avons des preuves documentées de cela dans au moins un cas. Einstein a décrit une expérience de pensée impliquant une boîte de photons et un miroir. Son objectif était de démontrer la non-localité de l'interprétation de Copenhague. Niels Bohr l'a simplement mal compris, et lorsqu'il l'a raconté à d'autres plus tard, il a dessiné un petit schéma de la configuration de l'expérience de pensée d'Einstein. Il n'y avait tout simplement pas de miroir dedans. Et pourtant, cela est considéré comme la grande victoire de Niels Bohr sur Einstein, ce qui est fou. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, n'est-ce pas? Pour comprendre, Einstein considérait le lien entre la gravité de Newton et la relativité générale. La théorie de Newton fonctionne bien dans la plupart des situations, mais dans cette théorie, la gravité est une force non locale, ce qui conduit à des paradoxes. C'est ce qui a motivé l'élaboration de la relativité générale d'Einstein, qui est locale. Einstein croyait que la même logique s'appliquait à la mécanique quantique. Son expérience de pensée a révélé que la théorie quantique est non locale. Comme pour la gravité de Newton, la mécanique quantique n'est sans doute pas la théorie finale et sera remplacée par une théorie locale. De plus, il pensait que cette théorie pourrait unifier la gravité et le monde quantique. Il serait difficile d'imaginer arriver directement à la théorie finale. Et oui. Et le fait que l'on puisse voir des paradoxes comme celui-ci vous ferait penser qu'il doit y avoir quelque chose de plus que nous n'avons pas encore. Mais Einstein n'avait pas convaincu Bohr que la mécanique quantique est réellement non locale. En 1935, il tenta une dernière fois de prouver une contradiction entre la mécanique quantique et la relativité. Avec l'aide de deux jeunes collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, il a formulé une autre expérience de pensée, encore plus frappante, qui montre la non-localité de la mécanique quantique. Cet article est désormais appelé EPR, du nom de ses auteurs. Voici une version simplifiée de leur expérience de pensée. Imaginez qu'un seul photon à haute énergie se transforme soudainement en deux particules. L'une est un électron, l'autre un positron pour équilibrer la charge totale. Puisque l'un est négatif et l'autre est positif, ils s'annulent. Les électrons et positrons ont un spin, une propriété qui, comme la charge électrique, doit aussi être conservée. Si la lumière a initialement un spin nul, les deux particules doivent aussi avoir un spin total nul.
Par exemple, si la direction du spin de l'électron est celle-ci, le positron doit avoir un spin dans la direction opposée afin qu'il s'annule parfaitement. Mais le spin de l'électron aurait aussi pu être celui-là ou un autre. Toutes ces possibilités sont valides, donc selon la mécanique quantique, l'électron les réalise toutes simultanément jusqu'à sa mesure. Ce n'est pas seulement que nous ne savons pas quel est le spin. L'électron fait vraiment tout, la seule restriction est ce que l'électron est en train de faire, le positron doit faire exactement l'opposé. Ainsi, quand l'électron est mesuré et son état connu, il en va de même pour le positron. C'est ce que nous entendons par intrication. Les états des deux particules sont liés, mais comment les mesurer et les contrôler précisément? Eh bien, pour cela, nous utilisons la machine de Stern-Gerlach. C'est essentiellement un aimant de forme étrange. Et c'est ainsi que nous mesurons le spin. L'orientation des aimants détermine selon quel axe vous mesurez le spin. Par exemple, si la machine est comme ceci. En envoyant une particule avec un spin vers Z positif, elle ira sûrement à l'endroit appelé plus. Si une particule a un spin Z négatif, elle ira vers le bas, à l'endroit appelé moins. Cette machine Stern-Gerlach mesure le spin sur l'axe Z. Que se passe-t-il si on y place une particule intriquée? Quand l'électron entre dans la machine, il va vers plus ou moins, chacun ayant une chance sur deux. Supposons qu'il aille vers plus. Eh bien, cela signifie qu'il est passé d'un état indéterminé à un spin Z positif. Mais qu'en est-il du positron? Eh bien, la seule façon de conserver le spin, c'est qu'il soit maintenant dans l'état de spin Z négatif. Lorsqu'il est mesuré, il y a 100% de chances qu'il soit négatif. Il doit en être ainsi pour conserver le spin. Mais les auteurs ont remarqué quelque chose de très étrange dans ce résultat. Pour voir ce qui ne va pas avec ça, imaginons que l'électron et le positron transportent ces enveloppes avec eux. Ces enveloppes représentent l'état initial des deux particules jusqu'au moment où elles sont mesurées. Les deux particules sont dans une superposition d'êtres plus et moins en même temps. Donc, les deux options sont dans l'enveloppe. Déplaçons maintenant le positron vers une personne très éloignée. Dans cette analogie, ouvrir l'enveloppe revient à mesurer le spin de l'électron, mais cela provoque l'effondrement de la fonction d'onde de l'électron. À une seule possibilité, dans ce cas, c'est plus, mais que se passe-t-il avec l'autre enveloppe, qui est loin? Eh bien, il doit s'effondrer instantanément vers le moins, car sinon, lorsque l'expérimentateur ouvre son enveloppe, il a une chance de voir le plus, ce qui violerait la conservation du spin. Si elle s'effondre instantanément à la mesure de l'électron, comment sait-elle sur quoi s'effondrer? Elle doit recevoir des informations de l'électron lointain, mais ce message doit voyager bien plus vite que la vitesse de la lumière pour atteindre le positron à temps. Et donc, avec cet argument, Einstein, Podolsky et Rosen avaient montré que l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique est vraiment non locale. Einstein l'avait déjà démontré lors de sa conférence, mais cet argument était encore plus décisif. Cela semble être la même chose, mais maintenant, c'est encore plus intense. Vous avez ces deux particules distinctes pour réaliser deux mesures séparées. Et le fait qu'une mesure influence l'autre paraît vraiment incorrect. Oui, il a bien compris que ce sont les mesures qui posent problème en mécanique quantique. La fonction d'onde d'une particule ou d'une paire peut s'étendre sur de grandes distances. Ce n'est pas un problème, mais lors de l'effondrement de la fonction d'onde, l'information sur cet effondrement doit se propager partout où elle se trouve. C'est ce qui rend la mécanique quantique non locale. L'article EPR n'a pas seulement mis en évidence ce problème de non-localité, ils ont prouvé qu'il n'existe qu'une seule théorie alternative locale pour expliquer cette expérience dans cette histoire locale. Au lieu que l'électron choisisse d'être plus ou moins lorsqu'il est mesuré, il fait en réalité ce choix lorsqu'il est encore en contact avec le positron. Il y a une manière aléatoire dont ce plus et ce moins sont placés dans ces deux enveloppes. C'est pourquoi le plus et le moins sont appelés des variables cachées. Cette théorie alternative attribue ces variables cachées localement tant qu'elles sont en contact plutôt qu'à distance. Nous appelons cela une théorie des variables cachées locales. Maintenant, cette théorie des variables cachées locales va pouvoir expliquer cette expérience vraiment simplement. Laissons passer le positron. Et maintenant, quand l'électron est mesuré comme un plus, il n'a pas besoin de se dépêcher d'aller le dire au positron. Le positron le sait déjà, il n'y a pas d'action à distance.
Cette histoire de variables cachées locales est tellement plus sensée que celle de la mécanique quantique. Nous devons donc accepter l'une des deux explications pour cette expérience. Soit la non-localité comme dans l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, soit une théorie des variables cachées locales. Étant donné que l'action non locale à distance contredit la relativité, Albert Einstein voyait là la preuve que l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique était erronée et qu'une théorie des variables cachées locales devait la remplacer. Albert Einstein a montré que la mécanique quantique permet des influences apparemment plus rapides que la lumière. L'article EPR a beaucoup attiré l'attention. Podolsky a révélé l'article à la presse sans consulter Albert Einstein, et l'histoire apparut dans le New York Times. La récolte prodigieuse des informations du jour est atteinte. Extra. Lisez tout à ce sujet. Einstein, scientifique mondialement célèbre, critiquait la mécanique quantique, pourtant efficace. Bien sûr, la presse a adoré, mais qu'ont pensé les scientifiques de cet argument ? Donc, la réaction de la communauté des physiciens a d'abord été mitigée. Vous savez, il y avait certaines personnes, des anciens alliés d'Einstein, qui étaient très satisfaits, Schrödinger étant en quelque sorte en tête de cette liste. Et en fait, dans une tentative d'éclaircir certains des malentendus que les gens avaient à propos de l'article EPR, Schrödinger publie l'expérience de pensée connue sous le nom de chatte de Schrödinger, pour soutenir Einstein et montrer le type de problème qu'il avait, lui et Einstein, avec la physique quantique. Bohr, pendant ce temps, se dit « Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il doit avoir tort. Comment pouvons-nous prouver qu'il a tort? » Et ensuite, Bohr, finalement, avec son style parfois pénible et compliqué, finit par formuler une réponse à l'article EPR. Cette réponse est, comme on le sait, particulièrement obscure et difficile à comprendre, et je l'ai lu en détail, et je peux vous dire que la réponse de Bohr est soit dénuée de sens, soit comporte de véritables erreurs. Il y a une phrase très bien tournée que je crois Bohr a pris beaucoup de peine à formuler et dont le sens m'est absolument obscur. Bohr a dit, dans sa réponse à EPR, dans ses multiples réponses à EPR, qu'il n'est absolument pas question de quoi que ce soit de non local. Donc, la réaction ultime de la communauté des physiciens, du moins dans les années et décennies qui ont immédiatement suivi la publication de EPR, et la réponse de Bohr en 1935, c'était de penser que Bohr avait réglé la question avec sa réponse, même si les gens ne comprenaient pas vraiment ce que Bohr avait dit. 20 ans plus tard, Einstein est mort, continuant à contester la mécanique quantique. Mais la majorité des physiciens étaient passés à autre chose. Bohr, cependant, n'a jamais oublié l'article EPR. En 1962, 7 ans après la mort d'Einstein, Bohr a donné une interview à son sujet. Il a regretté qu'Einstein ait perdu des années dans des expériences de pensée inutiles, refusant d'accepter la mécanique quantique. Bohr a dit qu'il était terrible qu'Einstein soit tombé dans ce piège en travaillant avec Podolsky. Rosen est pire selon moi. Il croit encore à l'expérience de pensée EPR, alors que Podolsky y a renoncé. Autant que je sache, toute cette idée ne vaut absolument rien quand on l'examine vraiment. Vous pouvez penser que je le dis trop fermement, mais c'est la vérité. Il n'y a absolument aucun problème là-dedans. Le lendemain, Bohr fit une sieste après le déjeuner et ne se réveilla pas. Ainsi, après des décennies, le débat Einstein-Bohr prit fin. L'autorité de Bohr a contribué au manque d'attention porté à l'article EPR. Mais une autre raison expliquait aussi pourquoi les physiciens l'ont négligé. Dans l'expérience EPR, la mécanique quantique de Copenhague et l'alternative des variables cachées locales d'Einstein prédisent exactement la même chose. Vous obtenez les mêmes résultats. Dans les deux cas, débattre de deux interprétations d'un même résultat expérimental paraissait relever de la philosophie de salon, non de la vraie physique. L'interprétation de Copenhague fait de bonnes prédictions. Alors pourquoi ne pas simplement enseigner cela et passer à autre chose? On dirait juste « tais-toi et calcule », c'est le message transmis. L'attitude générale était « c'est fait, qui s'en soucie. Rien de tout cela n'a d'importance, tout est réglé ». Einstein et Bohr ont débattu de ce sujet et Bohr a gagné. Tu te crois plus intelligent que Niels Bohr? Tu pensais être plus intelligent qu'Albert Einstein? Il semblait que ce débat serait impossible à résoudre jusqu'à ce qu'un autre physicien s'y intéresse. John Bell était étudiant peu après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette nouvelle ère de la physique, on lui a donc enseigné l'interprétation de Copenhague. Les doutes de John Bell concernant la mécanique quantique, selon ses propres souvenirs, sont apparus dès le moment où il l'a apprise dans son premier cours de mécanique quantique. Il était, vous savez, assez contrarié contre les professeurs et disait « Vous êtes trop vague ».
Que voulez-vous dire précisément par mesure? Bell n'a jamais été vraiment satisfait des réponses sur les fondements de la mécanique quantique. Pendant son doctorat, on l'a incité à choisir une voie plus respectable. Il a alors étudié la physique nucléaire et mené une brillante carrière au CERN. Après 8 ans en physique des particules, il prend un congé sabbatique en 1963. Il a enfin pu se concentrer sur ses doutes sur la mécanique quantique et a dit « J'ai toujours su qu'elle m'attendait ». Il a réexaminé d'anciens débats que la plupart des physiciens considéraient comme des distractions philosophiques, dont l'article EPR. Après ses recherches, a-t-il déclaré, j'ai eu le sentiment que la supériorité intellectuelle d'Einstein sur Bohr, dans ce cas précis, était considérable. Un immense fossé séparait l'homme qui voyait clairement ce qui était nécessaire et l'obscurantiste. Il a compris que la logique d'Einstein était solide. L'une des deux conclusions est vraie. La question était, pouvait-on prouver laquelle? Avec une expérience? Ce type d'expérience paraissait bien plus faisable à l'époque de Bell. L'article EPR a été le premier à considérer l'idée d'intrication. De nos jours, l'intrication est une caractéristique fondamentale de la mécanique quantique, mais Einstein a été le premier à signaler que l'intrication existait. Ainsi, l'article EPR fut une expérience de pensée, car en 1935, un tel état de matière n'existait pas. Mais dans les décennies après les travaux d'Einstein et de Bell, de 1935 à 1964, l'intrication est devenue un sujet d'étude sérieux. À l'époque de Bell, il existait des méthodes fiables pour en créer en laboratoire. En fait, Madame Wu avait reproduit de façon célèbre l'expérience de pensée EPR en une véritable expérience. Mais faire l'expérience EPR en réalité ne suffit pas à savoir quelle explication est juste, car les deux prédisent la même chose. Bell s'est alors demandé s'il existait une version de l'expérience où théorie non locale et locale produirait des résultats différents. Si vous vous posez cette question et que vous jouez avec le dispositif EPR, alors c'est comme « Oh, ce n'est littéralement pas seulement au sens figuré, un rebondissement, non ?» Voici une version simplifiée de l'expérience de Bell. Recréez votre électron et positron intriqués. Désormais, au lieu de simplement les mesurer avec une machine de Stern-Gerlach, les expérimentateurs peuvent choisir l'orientation de leur appareil. Les trois choix possibles sont 0 degré, 120 degrés et 240 degrés. C'est la subtilité de l'expérience EPR. Les expérimentateurs peuvent choisir indépendamment, donc l'électron peut être mesuré à 0 degré, tandis que le positron est mesuré à 240 degrés. Si les deux expérimentateurs choisissent par hasard le même axe, alors nous savons ce qui se passe. Ils doivent obtenir des résultats opposés pour conserver le spin. Le cas intéressant survient lorsque les expérimentateurs choisissent au hasard des axes différents. Le nombre que nous voulons prédire ici, c'est le taux de désaccord, la probabilité que le résultat de l'électron soit différent de celui du positron. Voyons d'abord ce que prédit la mécanique quantique pour ce nombre. Supposons que l'électron soit mesuré à 0 degré et donne le résultat plus. Après l'effondrement du spin sur Z positif, le spin du positron bascule instantanément sur Z négatif. C'est l'aspect non local de la mécanique quantique. Que se passe-t-il si ce positron est mesuré par une machine inclinée à 120 degrés? Le spin du positron est presque déjà orienté vers l'extrémité positive. Il est donc plus probable qu'il choisisse le plus. Il a 75% de chances d'aller vers le plus et seulement 25% vers le moins. Le taux de désaccord est de 25%. Et quel que soit le choix de deux axes différents par les expérimentateurs, la géométrie reste similaire. Donc ce taux de 25% s'applique toujours. Quand les expérimentateurs choisissent des axes différents, ils obtiennent le même résultat 75% du temps et des résultats différents, 25% du temps. Considérons à présent la théorie des variables cachées locales. Les particules ici sont en mission. Leur but est de vous faire croire qu'elles agissent selon la mécanique quantique, alors qu'en réalité, elles agissent localement. Là, on les anthropomorphise, mais je pense que c'est vraiment utile de les imaginer ainsi. Nous essayons de déterminer s'il est toujours possible pour elles d'utiliser une théorie à variables cachées pour obtenir les mêmes résultats expérimentaux que la mécanique quantique de Copenhague. Ou bien si, dans cette nouvelle situation, nos particules rusées ne pourront pas nous tromper, vous pouvez le voir comme ça. Chacune des particules va se voir poser l'une des trois questions possibles, et elles doivent décider de leur réponse tant qu'elles sont encore ensemble, afin de pouvoir coordonner leur stratégie. Lorsqu'elles ont fini d'élaborer un plan pour répondre à chacune des trois questions, elles rangent ces variables cachées dans 3 enveloppes scellées pour chaque particule. La question est, quelle stratégie nos particules devraient-elles adopter pour faire croire aux gens qu'elles suivent la mécanique quantique?
Rappelez-vous, la mécanique quantique a prédit un taux de désaccord de 25% et donc nos particules veulent s'y conformer. Chaque fois qu'on leur pose des questions différentes, leurs réponses doivent être en désaccord environ 25% du temps. Alors, quelle est la meilleure stratégie? Eh bien, il n'y a en réalité que deux choses qu'elles peuvent vraiment faire. La première stratégie est celle-ci. L'électron répond de la même manière pour chacun de ses axes et le positron répond de façon opposée. Disons que l'électron répond par moins et le positron par plus. Mais c'est une mauvaise idée parce que, quels que soient les deux axes différents choisis par les expérimentateurs, le taux de désaccord est de 100%, ce qui est très différent de 25%. Donc, cette stratégie ne marche pas. Mais il reste une seule autre stratégie possible pour les particules. Au lieu que l'électron fasse exactement la même chose pour les trois axes, il fait la même chose pour deux de ses axes, puis quelque chose de différent pour le dernier. Disons simplement, par exemple, qu'il fait cela et ensuite le positron fait l'opposé. Ce n'est qu'un exemple, mais il s'avère que pour toutes les stratégies possibles comme celle-ci, le taux de désaccord sera le même. Imaginons d'abord que l'expérimentateur qui mesure l'électron le mesure sur l'axe de 120 degrés et qu'il obtient la réponse moins. Ils font ce choix un tiers du temps. Et maintenant, pour calculer le taux de désaccord, nous devons voir ce qui se passe quand l'expérimentateur qui mesure le positron choisit de mesurer un axe différent de celui-ci, donc l'un des deux autres, mais dans chacun de ces cas, le positron est aussi moins. Et donc les deux réponses sont d'accord l'une avec l'autre. Il n'y a donc aucun désaccord entre les réponses. Et donc, on peut multiplier cela par 0. Mais dans 2/3 des cas, l'expérimentateur mesurera l'électron selon l'un des deux autres axes, par exemple celui-ci. L'expérimentateur mesurera le positron selon l'un de ces deux axes. Mais vous pouvez voir qu'ils ne choisissent un axe qui ne correspond pas que la moitié du temps. C'est un tiers, ce qui correspond à peu près à 33%, ce qui est un chiffre différent de celui de la mécanique quantique. Quand nos particules locales rusées sont interrogées, leurs réponses à des questions différentes correspondent un peu trop souvent. Elles ne peuvent tout simplement pas simuler les résultats de la mécanique quantique de Copenhague. La démonstration de Bell a révélé que les théories locales et non locales prédisent différemment la fréquence des désaccords entre les deux résultats. Si les expérimentateurs mesurent sur des axes différents, la mécanique quantique non locale prévoit un désaccord seulement 25% du temps. Les variables cachées locales prédisent un désaccord au moins 33% du temps. Donc, pour savoir s'il existe vraiment une théorie à variables cachées locales, il suffit de faire l'expérience. D'accord, alors bienvenue à l'Institut d'optique. Vous êtes ici, à l'endroit où Alain Aspect a réalisé il y a 40 ans ses expériences sur la mesure des inégalités de Bell. Et voici quelques-unes des photos originales de cette expérience, qui était beaucoup plus difficile à réaliser qu'aujourd'hui et qui constituait un véritable instrument expérimental de pointe. Cela fait-il partie du matériel d'origine de cette expérience? C'est l'un des dispositifs de polarisation. Ça ressemble à ça maintenant, donc seulement sur cette petite platine d'essai, d'accord? C'est notre source principale et ce faisceau est dirigé vers cet élément qui est l'élément clé de l'installation. Donc c'est une paire de cristaux qui produit des paires de photons intriqués. Nous allons produire une paire de photons intriqués et les deux se propagent le long de chacun de ces deux bras. Ils sont séparés, donc ici nous avons les deux bras de détection. Et nous pouvons faire tourner la lame demi-onde pour changer l'orientation de la base de mesure. L'expérience que nous avons faite avec la lumière était un peu différente de celle que nous avons décrite plus tôt, avec les électrons et les protons, donc je vais expliquer comment elles correspondent. Voici un schéma de l'expérience avec les photons. Donc d'abord, nous avons cet élément qui crée la paire de particules intriquées, donc ce sont ces deux-là. Ensuite, les particules intriquées partent chacune de leur côté, dans les bras séparés de l'expérience. Lors de notre expérience précédente, nous pouvions choisir la direction de mesure des particules en orientant les machines de Stern-Gerlach, ce qui est très similaire ici.
Donc, nous avons ces deux polariseurs que nous pouvons faire tourner indépendamment et cela va déterminer dans quelle direction ces particules seront mesurées. Et donc, cette expérience avec la lumière est complètement équivalente à l'expérience de Bell. Bell s'attendait à ce que les expériences montrent que les prédictions de la mécanique quantique étaient correctes et qu'il existait une certaine forme de non-localité dans la nature. Avant le premier test de Bell, John Bell déclara « Vu le succès général de la mécanique quantique, il m'est difficile de douter du résultat de telles expériences. » Personne ne s'attendait à ce que la physique quantique soit fausse. Il faudrait être fou pour parier contre elle. Souviens-toi, les deux résultats différents du théorème de Bell dépendent de la fréquence à laquelle deux axes de mesure différents vont donner des résultats qui ne sont pas d'accord entre eux. Voici comment nous mesurons ce taux de désaccord. Tout d'abord, nous allons commencer avec les deux mesures dans la même direction. Et maintenant, nous nous attendons à ce que ces deux-là soient toujours en désaccord l'une avec l'autre parce qu'elles ont des spins opposés. Donc, nous allons créer un tas de particules intriquées et voir combien d'entre elles sont en désaccord les unes avec les autres par seconde. Cela va nous donner une mesure du nombre total de particules arrivant par seconde. C'est parce que cet appareil produit énormément de particules intriquées. Donc, nous avons juste besoin de savoir combien d'entre elles arrivent en même temps. Ensuite, on fait pivoter l'un des axes et maintenant on mesure le nombre de paires en désaccord par seconde. Et ensuite, en divisant ces deux valeurs, on obtient le taux de désaccord. Et souvenez-vous, la mécanique quantique prédit que le taux de désaccord ne sera que d'un quart, tandis que les variables cachées locales s'attendent à ce que ce nombre soit d'un tiers. Donc, j'ai commencé à 2 millièmes, d'accord, et maintenant j'en ai 500, c'est pratiquement parfait. Ça fonctionne vraiment très bien. Nous avons répété l'expérience et obtenu un résultat conforme à la mécanique quantique. Mais c'est l'une des expériences les plus mal comprises de toute la physique. Vous trouverez dans toutes sortes de manuels et d'articles de physique, et ainsi de suite, que ce que le théorème de Bell prouve, c'est qu'il exclut les variables cachées locales, ou le réalisme local, comme l'a dit John Bell. C'était une erreur, tu sais? Il a dit qu'il est remarquable combien de personnes font cette erreur. Je suis toujours confus à la conclusion du théorème de Bell, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « D'accord, ça exclut les variables cachées », ou que les choses doivent être non locales, ou peu importe. Mais qu'en penses-tu? Oui, je trouve ça vraiment déroutant. Et quand j'ai appris le théorème de Bell pour la première fois, on m'a dit que cela excluait les variables cachées locales. J'ai entendu un autre argument selon lequel cela réfute soit la localité, soit le réalisme. Dire d'accord revient à abandonner le réalisme local. Et donc, cela signifie que vous avez en quelque sorte le choix entre abandonner la localité et abandonner le réalisme. Si vous abandonnez le réalisme de quoi exactement? Allez, dites-le moi, parce que pour la plupart des définitions de ce mot, vous abandonnez aussi la localité. Alors qu'est-ce que vous essayez vraiment de sauver? Je comprends juste pas. Oui, c'est un malentendu qui apparaît dans presque tous les manuels sur le sujet. Alors, qu'est-ce que le théorème de Bell prouve vraiment? Voici la logique. Supposez d'abord la localité pour les particules intriquées en utilisant l'argument EPR. Elles ne peuvent coordonner leurs résultats qu'avec des variables cachées locales. La démonstration de Bell a prouvé que les variables cachées locales prédisent mal les résultats. Donc l'hypothèse de localité est fausse. Nous devons invoquer des actions se produisant plus vite que la lumière d'un lieu à un autre. L'article EPR avait déjà démontré la non-localité de l'interprétation de Copenhague. Einstein pensait donc qu'il devait exister une description locale de l'expérience. Mais le théorème de Bell dit que ce n'est pas vrai. Seule une théorie non locale peut correctement décrire cette expérience. Mais je dirais quand même que j'hésiterais à dire que cela signifie qu'Einstein avait tort, non? Parce que ce que je dirais, c'est que cela montre qu'Einstein avait raison de s'inquiéter de tout cela. On dit souvent qu'Einstein n'acceptait simplement pas la mécanique quantique. Mais c'est uniquement parce qu'il a refusé de se taire et de simplement calculer qu'il a découvert deux des aspects les plus importants de la mécanique quantique, l'intrication et la non-localité. Le cœur du débat entre Einstein et Bohr portait sur la question de savoir s'il y avait un problème.
s'il y avait matière à s'inquiéter. Et la principale préoccupation qu'Einstein a soulevée dès le début concernait la localité, mais vous savez ce que Bell a montré, c'est que oui, toutes ces choses dont Einstein s'inquiétait à propos de la localité, il avait parfaitement raison de s'en inquiéter. Nous avons un problème. Si ces particules agissent vraiment de manière non locale, cela devrait provoquer des paradoxes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas, mais le paradoxe semble étonnamment inoffensif. Imagine que toi et ton ami mesurez deux particules intriquées. Supposons qu'un observateur te voit mesurer la tienne, puis ton ami la sienne. Cet observateur pense que tu fais s'effondrer l'état global des particules et que ton ami voit seulement le résultat. Quand elle mesure, un autre observateur verra l'inverse. Il la voit mesurer d'abord, puis toi. C'est sa mesure qui a causé l'effondrement, pas la tienne, mais qui a raison. Quelle mesure a causé l'effondrement et laquelle en est la conséquence? Cela semble dépendre de ton point de vue. Ce paradoxe est inquiétant, mais il n'est pas aussi grave que les paradoxes habituels liés à la vitesse supérieure à celle de la lumière. En relativité, si tu communiques plus vite que la lumière, tu peux exploiter le désaccord des observateurs sur la chronologie. Si ton ami dans une fusée t'envoie un message et que tu réponds aussitôt, selon certains référentiels, ta réponse peut arriver avant même son message d'origine. Si ton message dit « ne m'envoie pas ton message original » et qu'elle ne l'envoie donc pas, alors tu te retrouves avec un paradoxe. Pourquoi as-tu envoyé ce message si elle ne t'a jamais rien écrit? La mécanique quantique évite ces paradoxes grâce à une contrainte essentielle. Les résultats sont aléatoires, donc tu ne peux pas envoyer de message plus vite que la lumière. En mesurant ta particule, tu obtiens un résultat aléatoire, plus ou moins. Ton ami, lui, en mesurant sa particule, obtient aussi un résultat aléatoire. Les résultats seront corrélés, mais toujours totalement aléatoires. Il est donc impossible d'envoyer un message plus vite que la lumière ainsi. C'est ce qui bloque l'envoi de messages dans le passé via la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique est non locale. Mais cela ne conduit pas aux sortes de paradoxes catastrophiques auxquels on pourrait s'attendre avec la relativité. Mais c'est une trêve précaire. La mécanique quantique ne viole peut-être pas la lettre des lois de la relativité, mais elle en viole certainement l'esprit. La non-localité n'est pas le seul aspect troublant de la mécanique quantique. L'interprétation de Copenhague n'explique toujours pas ce que fait réellement un électron, ni pourquoi il agit de manière si différente lorsqu'il est mesuré. Pourtant, de nombreux physiciens ont vu dans le théorème de Bell une confirmation de l'interprétation de Copenhague. Bell lui-même a rejeté cela. Il a passé le reste de sa vie à défendre des interprétations alternatives de la mécanique quantique, y compris l'interprétation à variables cachées, appelée théorie des ondes pilotes, ou mécanique bohmienne. Le théorème de Bell ne l'exclut pas, car la théorie des ondes pilotes et l'interprétation de Copenhague sont toutes deux non locales. Le théorème de Bell et son travail ont redonné du prestige à l'étude du sens de la mécanique quantique. Il a montré que la simple philosophie de salon et les expériences de pensée peuvent avoir de réelles conséquences en physique. Nous devons enseigner la physique quantique d'une manière différente. Nous devons enseigner le théorème de Bell d'une manière différente. Nous enseignons souvent le théorème de Bell aux étudiants en physique. Et on nous a appris que cela excluait les variables cachées locales, ce qui n'est tout simplement pas vrai. Le théorème de Bell, vous savez, affirme que la physique quantique est en très forte tension avec la relativité sur la question de la localité. John Bell est décédé subitement à l'âge de 62 ans. Il ne le savait pas, mais il avait été nommé pour le prix Nobel seulement un an plus tôt. Dans une conférence qu'il a donnée à Genève en janvier 1990, il a dit « Je pense que vous êtes coincé avec la non-localité. Je ne connais aucune conception de la localité qui fonctionne avec la mécanique quantique. » C'était 8 mois avant sa mort, donc pratiquement son dernier mot sur le sujet. Il existe en effet des influences plus rapides que la lumière dans l'univers, comme le montre le théorème de Bell. Mais il existe peut-être une issue. Il y a une autre manière d'interpréter la mécanique quantique. C'est encore plus étrange que l'interprétation de Copenhague. Imaginez à nouveau l'expérience de pensée EPR. Nous pouvons considérer l'état intriqué comme étant dans une superposition où l'électron est vers le haut et le positron vers le bas, et où l'électron est vers le bas et le positron vers le haut. Dans l'interprétation de Copenhague, lorsque vous mesurez une particule et que vous n'obtenez qu'un seul résultat, disons plus, alors l'autre partie de la superposition s'effondre. Mais dans nos exemples, nous avons vu que la mesure. L'effondrement semble être la source de la non-localité, alors pourquoi ne pas simplement se débarrasser de l'effondrement tout court? C'est ce que suggère l'interprétation des mondes multiples en mécanique quantique. Quand vous mesurez une particule, au lieu de la réduire à un seul résultat, les deux résultats apparaissent,
et il existe deux versions parallèles de vous observant chacun un résultat. Vous êtes devenu intriqué avec votre particule parce que votre état dépend de ce que fait la particule. Cela peut paraître étrange, mais cette interprétation a un grand avantage. Lorsque votre ami est sur le point de mesurer son électron, votre positron n'a pas besoin de se dépêcher d'informer l'électron du résultat. Il existe déjà deux versions de l'électron, et elles contiennent la bonne réponse pour chaque version d'elle. Une communication plus rapide que la lumière n'était pas nécessaire pour expliquer l'expérience EPR. Mais comment est-ce possible ? Le théorème de Bell ne prouve-t-il pas que les deux particules doivent communiquer plus vite que la lumière ? Eh bien, dans la démonstration de Bell, nous avons supposé que toutes les mesures n'ont qu'un seul résultat, mais cette supposition n'est tout simplement pas vraie. Dans l'interprétation des mondes multiples, cela signifie que techniquement, cette démonstration ne s'applique même pas dans le cas des mondes multiples. L'interprétation des mondes multiples est-elle locale ? D'une certaine manière, non, parce que, tout comme dans la mécanique quantique de Copenhague, des paires intriquées peuvent être séparées par une grande distance et partager quand même leur état. Elle est locale, contrairement à l'interprétation de Copenhague, puisque ces particules intriquées éloignées n'agissent pas plus vite que la lumière. L'interprétation des mondes multiples respecte la limite de vitesse d'Einstein. Mais cela vaut-il vraiment la peine d'accepter qu'il existe de nombreuses versions de vous dans des univers parallèles, juste pour préserver la localité ? La localité n'est pas la seule raison du succès grandissant de l'interprétation des mondes multiples. Je préfère l'interprétation des mondes multiples, car celle de Copenhague ne m'a jamais convaincu. Et quand on commence à raconter l'histoire, à propos de ce qui se passe lors de la mesure, c'est comme, eh bien, qu'est-ce qu'une mesure ? Quand on a un système quantique comme ça et qu'il y a un autre système qui est, disons, beaucoup plus grand, et donc vous savez, mais ça semble un peu arbitraire. Cet argument affirme que dès que deux particules quantiques interagissent, leurs fonctions d'onde se combinent et deviennent intriquées. Pour moi, cela semble plus cohérent. Oui, mais je trouve cela juste. Pour toi, quels sont les problèmes de l'interprétation des mondes multiples ? Le plus gros problème, c'est, je pense, que les gens ont du mal à gérer avec en quelque sorte l'infinité que cela engendre. Alors, je ne pense pas que ce soit un argument valable. Le fait que ce soit difficile à imaginer ne signifie pas que cela n'arrive pas. Si la théorie des mondes multiples est juste, tout change et le conflit entre mécanique quantique et relativité disparaît. Les physiciens luttent depuis des décennies pour unir la mécanique quantique à la relativité générale afin de construire une théorie de la gravité quantique. Peut-être avons-nous échoué en tentant de marier la relativité à une théorie non locale. Mais si la mécanique quantique s'avère finalement être locale, eh bien, alors le rêve d'Albert Einstein d'une description locale de la réalité n'est peut-être pas mort après tout.